Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre organisée par Cairn.info en partenariat avec les éditions de la Découverte. Et aujourd'hui, nous accueillons Bernard Lahire pour parler de son dernier ouvrage en date, Les structures fondamentales des sociétés humaines, qui vient tout juste de paraître donc aux éditions de la Découverte. Bernard Lahire est sociologue, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon, membre senior de l'Institut universitaire de France. Et Bernard Lahire, donc, bienvenue. Bonjour. Vous menez depuis les années 90 des recherches en sociologie qui articulent à la fois des travaux empiriques minutieusement menés et en même temps, ces travaux de terrain permettent de traiter des questions plus fondamentales en sociologie. Vous avez notamment travaillé sur la question de l'échec scolaire, de l'illettrisme, des inégalités sociales, la question de la légitimité du discours sur l'art, plus récemment l'interprétation sociologique des rêves, votre ouvrage précédent. Et avec les structures fondamentales des sociétés humaines, vous renouez avec des questions larges, une échelle vraiment macro, puisque dans ce livre, vous vous posez la question de savoir quelles sont, au sein de cette variété des sociétés humaines, variété historique, variété géographique, quelles sont les structures profondes des sociétés. Alors, avant de poser ma première question, je voudrais simplement préciser que cette rencontre, même si elle est en streaming, reste participative, c'est-à-dire que les internautes ont la possibilité de poser des questions dans le chat qui seront posées à la fin si on a le temps, mais on essaiera de garder un peu de temps pour ces questions. Alors, je voudrais peut-être commencer par souligner l'originalité de cet ouvrage, qui est que vous utilisez une méthode comparative, vous comparez différentes sociétés humaines à différentes époques, et en plus d'inclure les résultats de différentes sciences sociales, vous allez aussi chercher du côté des sciences de la nature, et on trouve des références, notamment en éthologie, en biologie évolutionniste, donc des références qu'on ne trouve pas très souvent dans des livres de sociologie. Comment vous est venue cette idée d'abord, et puis comment est-ce que vous avez fait pour organiser un champ si nouveau pour un sociologue? Alors, c'est pas facile de résumer les intentions d'un livre ou de dire comment je m'y suis pris. Enfin, la chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai beaucoup travaillé. Ça peut paraître aller de soi quand on ouvre autant de disciplines qu'on va chercher dans des disciplines extrêmement variées. D'ailleurs, il y a aussi la préhistoire, la paléoanthropologie, donc il y a à la fois des sciences du vivant, comme on dit, et puis des sciences sociales, humaines, et certaines qui sont entre les deux. La paléoanthropologie ou la préhistoire sont déjà des disciplines qui multiplient les approches interdisciplinaires. Donc, l'idée au départ, c'est de dire des choses qu'on s'était habitué à ne plus dire en fait dans les sciences sociales. Poser des questions qu'on s'était habitué à ne plus poser en les trouvant trop générales, trop philosophiques ou trop métaphysiques, comme on dit parfois. Se dire, il y a des sciences qui peuvent répondre à ça, et les sciences sociales qui s'interrogent sur des formes de vie sociale, ne sont pas les seuls, en fait, à s'être posé ces questions-là. Depuis longtemps, la biologie évolutionniste s'est posé des questions d'apparition de formes de vie sociale dans le règne animal, même poser des questions sur les formes culturelles, à partir de quel moment dans l'histoire évolutive apparaissent des formes de transmission culturelle, par exemple. Donc des questions qui sont a priori des questions de sociologues ou d'anthropologues ou d'historiens et qui apparaissent chez des biologistes évolutionnistes. Les éthologues, de la même façon, travaillent sur les formes de vie sociale d'animaux non humains, puisque nous sommes aussi des animaux. Il faut s'habituer à ça, à ce vocabulaire-là. Et donc, je me suis dit que pour arriver à dire des choses assez fondamentales sur ce que nous sommes, nous humains, il fallait forcément comparer
comparé à l'intérieur des sociétés humaines, effectivement, comme vous l'avez dit, mais aussi comparé par rapport à d'autres formes de vie sociale que des sociétés spécifiquement humaines. Et comme vous le disiez, vous reposez des grandes questions, comme pour ouvrir l'espace que la sociologie peut conquérir. Hein. Le livre s'ouvre sur donc ce tableau de Gauguin qui est en couverture. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Donc il y a comme cette idée que les sciences sociales ont maintenant la possibilité de répondre à des questions qu'on jugeait auparavant métaphysiques ou spéculatives. Oui, je trouve que pour tout lecteur de préhistoire, la préhistoire répond en partie à des questionnements de ce type-là. La paléoanthropologie répond à des questions de ce type-là. Quand on voit des biologistes évolutionnistes qui découvrent qu'il y a des formes d'apprentissage social chez des espèces animales non humaines, et voir des formes d'enseignement dans certains cas, bon, tout ça, on se dit, voilà, il y a des questions fondamentales sur pourquoi la culture, pourquoi nous vivons en société, pourquoi nous sommes particulièrement sociaux, nous, humains. Il y a des réponses, mais ce n'est pas des réponses qu'on peut puiser dans des études très spécialisées, très particulières, dans des sociétés extrêmement récentes. Par exemple, les sociologues travaillent essentiellement sur le temps présent, sur des sociétés, on va dire, industrielles, capitalistes, etc. Et on travaille sur des petits bouts de ces sociétés. En fait, pour répondre à ces grandes questions, à ces grandes interrogations sur la spécificité des sociétés humaines, on est obligé d'ouvrir en fait la focale en fait de l'objectif pour voir un peu des choses beaucoup plus larges et comparer. Et seule la comparaison permet en fait, de bien comprendre ce que nous sommes. Et effectivement, c'est des savoirs tout à fait positifs, préhistoire, biologie, éthologie, paléoanthropologie, et évidemment l'histoire, la sociologie, l'anthropologie et toutes les autres sciences sociales répondent à ça. Mais je pense qu'il faut conjuguer nos efforts. Voilà. Et donc tout en allant voir dans d'autres disciplines, votre ouvrage effectue une très importante synthèse de grands travaux sociologiques, de grands travaux en sciences sociales qui ont été menés au cours du dernier siècle et demi. Est-ce qu'on peut considérer cet ouvrage comme un hommage aux sciences sociales ? Ah oui, totalement. Pour moi, c'est une sorte... alors, il y a une expression qui a été utilisée par des mathématiciens qui ont monté un groupe qui s'appelait le groupe Bourbaki dans les années 30. Ils parlaient d'un service... enfin, des gens qui ont commenté leur travail ont parlé d'un service international public. Service public international, voilà. Moi, je pense que mon travail relève un peu de ça. Alors, je ne sais pas s'il sera internationalisé, mais j'espère bien qu'il sera traduit dans différentes langues. Mais en tout cas, je fais de la synthèse pour aider, en fait, les gens qui me liront à ne pas partir de zéro, en fait. C'est ça, un des gros problèmes, je crois, des sciences humaines et sociales à l'heure actuelle, c'est qu'elles ont tendance à ne pas s'organiser pour constituer de la cumulativité scientifique, comme on dit, c'est-à-dire de dire on a des acquis, on les formule, et puis comme ça on peut s'appuyer sur eux pour aller un peu plus loin. Par exemple avec le terme de loi ou de principe qui circule dans les sciences de la vie, les sciences physiques, etc. Nous n'avons pas ça, et donc nous avons tendance à repartir à zéro, voilà, à faire un peu d'état de l'art sur nos petits objets, mais enfin, on n'a pas les grands acquis, c'est-à-dire les grands principes de fonctionnement des sociétés. Non, on a l'impression que tout se rejoue à chaque fois dans des sociétés nouvelles, etc. Et ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a des invariants, il y a des régularités, il y a des constantes, et il y a des lois très très générales de fonctionnement, mais qui jouent effectivement de manière très différente selon l'état de l'histoire de ces sociétés. Voilà, donc c'est ça le but. Donc c'est effectivement un hommage à 150 ans de travaux en sciences sociales, et j'essaye aussi de puiser
dans toutes ces sciences du vivant qui nous parlent aussi du monde social, parfois sans le savoir, mais parfois en sachant très bien qu'elles touchent à ces questions-là. Et donc vous avez mentionné ce terme de loi qui renvoie aux sciences de la nature, mais qui était en même temps un objectif fondamental de la sociologie à ses débuts, au moment où il s'agissait de montrer la scientificité de cette discipline par opposition à des disciplines peut-être plus interprétatives comme la philosophie. Est-ce qu'on peut considérer que voilà, la sociologie peut enfin sortir de son éternelle jeunesse, comme le disait Weber? C'est ce que j'espère. Voilà. Je pense qu'il est tout à fait possible de le faire. Et, alors j'ai commencé à le faire dans cet ouvrage, mais je dis bien que mon travail n'est pas exhaustif, que le travail doit continuer, on doit essayer de formuler des lois très générales. J'en ai formulé une quinzaine, on va dire, et j'ai essayé de pointer des grands invariants dans les fonctionnements ou les propriétés des sociétés humaines par rapport à d'autres types de sociétés. Je pense que ça permet effectivement de constituer des acquis, encore une fois, comme des marches. On s'appuie sur des marches pour avancer, pour monter, et pour avoir quelque chose comme un progrès scientifique. Donc au tout début de la fondation des sciences sociales, et notamment de la sociologie, des gens comme Durkheim, qui a été un des grands fondateurs de la sociologie française, parlaient de loi. Auguste Comte, avant lui, parlait de loi. Mais ils n'avaient pas tous les travaux qui leur permettaient d'assurer que les lois qu'ils pouvaient formuler étaient suffisamment solides. Aujourd'hui, depuis ces réflexions-là, il y a quasiment 150 ans qui sont passés avec beaucoup de travaux qui se sont cumulés sans trop communiquer entre eux, sans chercher à s'articuler. Alors il y a des grands auteurs qui font régulièrement des synthèses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retient leur nom. Quand on dit Norbert Elias, quand on dit Pierre Bourdieu, quand on dit Claude Lévi-Strauss, Françoise Héritier, bon, c'est des noms qui sont restés parce que ce sont aussi de grands synthétiseurs. Ils synthétisent un état de réflexion qui ne s'appuie pas uniquement sur leurs propres enquêtes. Ils s'appuient sur l'ensemble des travaux qu'ils ont pu lire, et c'était des grands travailleurs, donc ils ont beaucoup lu, et à chaque fois ils font des synthèses théoriques s'appuyant sur tout ce travail empirique. Donc c'est ça qui nous distingue de Durkheim. J'ai de la chance depuis Durkheim, c'est que je peux formuler des lois qui ont beaucoup de supports empiriques, en fait, avec beaucoup de travaux qui prouvent qu'il y a ces régularités, il y a ces invariants dans des sociétés extrêmement différentes. Et donc ça fait que le projet de formuler des lois ou des principes généraux n'est pas voué à l'échec, à mon avis. Et en tout cas, avec ce livre, j'invite les collègues de sciences humaines et sociales à faire ce que l'on a fait en physique et en biologie, c'est-à-dire à formuler ces lois ou ces principes généraux, ces mécanismes généraux qui font qu'il n'y a pas un biologiste qui travaille sans se référer à la théorie de l'évolution de Darwin, qu'il n'y a pas un physicien qui travaille sans se dire bon, il y a une loi de la gravité qui a été d'abord formulée par Newton puis par Einstein, et qu'il y a dans l'infiniment petit un certain nombre d'auteurs, enfin de chercheurs qui ont formulé la mécanique quantique, enfin des éléments de physique quantique, et on n'y revient pas tous les jours. Comme disait un grand anthropologue qui s'appelle Alain Testard, si on faisait en physique ce que l'on a tendance à faire chez nous, on continuerait à essayer de voir si les pommes vertes tombent bien comme les pommes rouges, et si les poires tombent aussi, etc., etc. On n'en finirait pas, on dirait il y a toujours... Peut-être qu'on n'a pas vérifié que la loi de la gravité fonctionne avec d'autres types d'objets, avec des objets rouges et des objets bleus, avec des objets gros et des petits, etc. Bon, la physique a réglé ce problème-là, et nous avons tendance à chercher des singularités, à s'enfermer dans une recherche
permanente presque de la singularité exotique. Quand on est anthropologue, historien, même sociologue, on cherche des objets un peu particuliers. Et on oublie que quand même, faire science, c'est produire des lois. Et ça, je sais que c'est pas facile pour certains chercheurs d'avoir ça en tête, mais je crois qu'il faut aller jusque-là et que c'est important pour les sciences sociales de formuler ces lois. Mais justement, vous commencez l'ouvrage en parlant d'une certaine insatisfaction face à une atomisation des recherches en sociologie qui serait comme fascinée par les variations et qui tendent à oublier ces invariants que vous mettez en lumière. Peut-être, voilà, justement, il y a cette insatisfaction, mais il y a aussi des appuis théoriques sur lesquels vous construisez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur des affinités théoriques? Vous parliez d'Alain Testart, des auteurs sur lesquels vous avez pu vous appuyer pour ce projet qui va un peu à contre-courant d'une certaine logique contemporaine. Oui, Alain Testart allait beaucoup à contre-courant déjà parmi les anthropologues, même s'il est très reconnu comme quelqu'un de très sérieux et de très érudit aussi. Il connaissait beaucoup de sociétés humaines pour avoir lu énormément de travaux très différents. Alain Testart, c'est une aide précieuse parce que lui, il cherchait à pratiquer la comparaison intersociété humaine assez systématique. Donc pour lui, impossible de comprendre nos sociétés contemporaines si on les compare pas à des sociétés féodales, à des sociétés de chasseurs-cueilleurs, sans richesse, sans État, etc., ou à des sociétés lignagères africaines, etc., etc. Et il disait, seule la comparaison permet à la fois de comprendre qu'il y a des récurrences, qu'il y a des invariants, et en même temps qui permettent de comprendre des lois qui sont spécifiques à chaque type de société. Lui, il cherchait plutôt ce genre de lois, des lois qu'on peut qualifier d'historiques, c'est-à-dire correspondant à une période donnée ou à un type de société donnée qui peut se retrouver d'ailleurs à des moments différents de l'histoire. Mais voilà, il avait ce projet-là de comparaison systématique intersociété humaine, alors que c'est souvent abandonné. Le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de proposer à quelqu'un de faire une recherche, de comparer entre les États-Unis et la France, mais contemporaine évidemment, entre deux sociétés européennes, etc. Là, lui, il cherchait les grands contrastes. Donc, quelqu'un comme Alain Testart est extrêmement précieux. Mais je pourrais citer beaucoup de chercheurs en anthropologie. Françoise Héritier est aussi quelqu'un qui est tout à fait crucial sur ces questions-là, qui a formulé l'idée très claire que l'anthropologie, c'est ni de l'ethnographie ni de l'ethnologie, c'est quelque chose de plus, c'est un savoir qui, après avoir bien lu ses collègues dans des ères de civilisation très différentes, à propos de sociétés très différentes, l'idée c'est que l'anthropologie formule des lois très générales pour comprendre le fonctionnement des sociétés humaines, mais dans leur grande structuration qu'on finit par oublier quand on est enfermé dans des petites spécialités, des petites spécialités qui peuvent paraître déjà grandes. Si vous travaillez sur la civilisation chinoise, il y a beaucoup à faire. Et en même temps, lire des collègues quand on travaille sur la Chine antique, travailler à faire des comparaisons avec la Grèce, avec d'autres types de sociétés comme la société féodale en Europe, c'est crucial. C'est crucial pour vraiment, par le contraste, faire apparaître des choses. Donc, tous ces auteurs, mais Pierre Bourdieu aussi a parlé souvent de lois, certains historiens aussi, même si les historiens ont particulièrement résisté à cette idée de formuler des lois, avec l'idée que les événements ne se répètent jamais à l'identique, et que du coup, beaucoup de sociologues leur disaient, oui, mais alors il n'y a pas de science possible. Il n'y a pas de science possible de choses qui ne se répètent jamais. Si vraiment tout
tout est différent à chaque moment, alors il n'y a pas de science possible à faire de cette réalité-là. Et il y a quand même des historiens qui ont résisté à ça. Je pense à Paul Venn dans un de ses ouvrages, ou à un ancien historien peu cité aujourd'hui, mais quand même connu des historiens, qui s'appelle Paul Lacombe, ou Marc Bloch, qui a quand même tenté d'aller vers ce genre de formulation très générale, parce qu'il saisissait des mécanismes très très généraux, et même si son métier d'historien l'amenait à singulariser, à contextualiser historiquement ses recherches, il voyait bien qu'il y avait quand même des choses très générales qu'on pouvait mettre au jour. Donc voilà, il y a de très nombreux chercheurs en fait. Et alors, en plus de cette volonté de trouver un cadre intégrateur pour penser cet éclatement des recherches, vous partez aussi d'une insatisfaction face à une tendance au constructivisme en sciences sociales et à une sorte d'oubli de la réalité, une difficulté à penser un réel commun. Et vous dites que vous proposez un réalisme constructiviste. Comment est-ce qu'on peut concilier des propositions qui ont l'air aussi contradictoires ? Bon, si vous voulez, le constructivisme, il y a plusieurs manières de le voir, mais il y a un constructivisme dont on parlera peut-être un peu plus tard, parce que ça touche à la question de la construction sociale de la réalité ou de la construction culturelle de la réalité. Est-ce que tout est socialement ou culturellement construit? Mais il y a aussi un constructivisme épistémologique qui consiste à dire que nous n'avons que des points de vue, que des regards sur une réalité dont certains doutent. C'est-à-dire, c'est au fond dire déjà regard sur une réalité, ça supposerait que la réalité existe indépendamment de l'observateur, et certains vont jusqu'à penser que, au fond, nous inventons presque la réalité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je pense qu'il y a des réalités à découvrir. Norbert Elias disait clairement il y a des choses à découvrir dans le réel. Et que le réel ne nous n'attend pas ni la sociologie, ni la philosophie, ni l'histoire, ni l'anthropologie pour agir, pour se déployer, pour produire de nouvelles formes de vie, de comportement, etc. Donc nous n'inventons pas, nous essayons de comprendre. Alors, pour essayer de comprendre, nous mettons en œuvre des points de vue. Donc c'est là où il y a un aspect construit, parce que, évidemment, on porte toujours un type de regard, à partir de certains types de questions, avec certaines méthodes et pas d'autres, etc. Donc, évidemment qu'il faut tenir compte de l'aspect construit du regard que l'on porte sur la réalité, mais il ne faut pas oublier que la réalité aussi existe, et qu'au fond, tous les gens qui étudient cette réalité, on prend n'importe quel objet dans la réalité, vous avez des gens qui utilisent des méthodes différentes, qui travaillent sur des terrains différents, sur des époques différentes, etc. On peut se dire quand même que tout le monde travaille en regardant différemment, avec des méthodes différentes d'extraction de données, par exemple, concernant ces pratiques ou ces faits sociaux. Tout le monde travaille à essayer de saisir un objet réel. Voilà. Donc le réalisme constructiviste, ça veut dire qu'il ne faut pas être naïf, on a bien un regard particulier, un point de vue particulier, et des méthodes particulières d'accès au réel, mais il y a aussi un réel qui résiste parfois à nos regards. Quand un regard ne permet pas de voir grand-chose, il faut savoir changer de regard. Et donc il y a des gens qui ont des meilleures méthodes que d'autres pour certains types d'objets, etc. Et donc voilà, il y a ces deux éléments-là qui doivent être conjugués si on veut faire de la science, j'allais dire, normale. Oui, parce que le travail d'unification que vous faites, de synthèse, suppose aussi un travail épistémologique énorme, de voir d'où parle chaque discipline ou chaque recherche. Oui. Et après, moi, quand je lis, par exemple, on peut toujours se dire, mais la biologie évolutive, c'est un type d'épistémologie, l'éthologie, c'est un type d'épistémologie, etc. Moi, je sais que quand je lis de la biologie évolutive qui se pose des questions sur pourquoi il y a des animaux qu'on dit solitaires et pourquoi il y en a qui vivent en société et
quel type de structure sociale ils ont développé, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans des épistémologies si différentes que ça. Avec un généticien, évidemment, je ne travaille pas au niveau du gène ou de la cellule ou d'un organe particulier, d'un organisme vivant, mais dès lors qu'il se pose des questions du type de celles que se posait Darwin, c'est-à-dire au niveau des espèces, ce qu'on appelle une biologie, certains biologistes appelaient ça une biologie holiste, c'est-à-dire tenant compte de choses à une échelle un peu plus macro, on va dire, à l'échelle de l'espèce. Hein. À ce moment-là, il tombe sur des questions qui sont au fond très très proches, où je ne me sens pas du tout en terre totalement inconnue. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des barrières si fortes que ça. Évidemment, il faut apprendre un certain nombre de choses très techniques, comprendre la théorie de Darwin. Il faut prendre quand même un peu de temps pour comprendre ce que c'est que la théorie de la sélection naturelle, ce que c'est que la nouvelle synthèse qui a été formulée par des biologistes au moment où on a découvert le gène, mais qui donnait raison à Darwin sur la question de l'héritabilité de nos propriétés biologiques. La découverte du gène a permis ça. Et puis, depuis, il y a encore de nouvelles tentatives de synthèse encore plus intégratives de beaucoup de savoirs qui ont été produits depuis la découverte du gène. Donc, il faut se mettre au courant de cette histoire-là, mais ça prend quelques mois par discipline, parfois quelques années, mais qu'est-ce que c'est quelques années de travail quand, au bout, on arrive à mieux comprendre des problèmes qui sont sociaux et qui sont donc au cœur de nos interrogations en tant que chercheurs en sciences sociales. Donc, pour moi, ce n'est pas un sacrifice, au contraire. Alors, votre ouvrage contribue justement à montrer que le lieu du social est en un sens plus large que ne l'a pensé la sociologie pendant longtemps, puisque vous comparez les sociétés animales aux sociétés humaines, et vous dénoncez notamment une confusion entre le social, le culturel et l'historique, et une confusion qui est lourde aussi de conséquences pour la définition des disciplines et pour aussi la tâche de la sociologie. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette manière de démêler cette confusion? Oui, alors je vais essayer d'être le plus concis possible parce que c'est un peu long en fait à expliquer. Mais pour faire comprendre, on peut dire que nous sommes une espèce particulièrement culturelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes de transmission culturelle dans d'autres espèces, mais nous avons comme particularité d'avoir une culture qui se cumule, qui s'accumule au cours de l'histoire, qui nous permet par exemple le progrès technologique qu'on connaît aujourd'hui. Il a bien fallu commencer par la taille de biface pour avoir des éléments pour trancher, pour racler, etc. Et puis on est passé à des choses de plus en plus compliquées, de plus en plus complexes, sophistiquées. Donc tout ce qui est culturel est lié à une histoire en fait de cumul en fait, de production, soit de savoir, soit d'artefacts, comme on dit, c'est-à-dire d'outils, d'ustensiles, de machines. Nos habitats sont des artefacts, tout ce que nous avons construit. Bon. Ça, on trouve en partie chez les animaux, mais quand même beaucoup plus chez l'homme. Voilà ce qu'on peut dire. C'est pas chez l'homme qu'apparaît miraculeusement la culture, mais c'est chez le genre Homo, et particulièrement chez Homo sapiens, qu'on a une explosion de cette culture et une accélération des processus d'accumulation culturelle, de production culturelle. Donc la culture, c'est une chose. On la trouve à bas bruit dans plein d'espèces animales non humaines. En revanche, la vie sociale, on la trouve chez de très nombreuses espèces,
même les moins culturels, même s'il y a toujours des phénomènes d'apprentissage qu'on découvre vraiment quotidiennement actuellement, hein, parce que pendant longtemps on ne s'est pas intéressé à ces phénomènes de transmission culturelle ou d'apprentissage, voire d'apprentissage social dans les espèces autres que l'espèce humaine. Donc là on découvre beaucoup de choses. Mais on a des espèces qui sont très peu culturelles par rapport à nous, si on compare, et qui ont une vie sociale. C'est-à-dire, on trouve des formes de hiérarchie sociale, on trouve des formes des pratiques d'exogamie, où le mâle à l'adolescence quitte son groupe pour se reproduire dans un autre groupe, ou bien, au contraire, la femelle. Ça règle le problème de l'inceste, de la possibilité de l'inceste. On a cru pendant très longtemps, Lévi-Strauss pensait, et Freud aussi pensait, que l'évitement de l'inceste, ou le tabou de l'inceste, était ce qui faisait la spécificité humaine. On a découvert que l'évitement de l'inceste existe dans de très très nombreuses espèces animales non humaines, et donc ça aussi, ça contribue à structurer les rapports entre les uns et les autres. Donc les rapports entre mâles et femelles, les rapports entre parents et enfants, les rapports entre des positions hiérarchiques dans la société, le fait qu'on découvre que dans certains groupes de primates, les petits ont comme statut le statut de leur mère. Si vous avez une femelle alpha dans un groupe de primates, le petit a immédiatement, à la naissance, le même statut que sa mère. Donc personne ne le touche. Et celui le petit dont la mère a une position juste en dessous peut être embêté par ceux d'au-dessus, mais pas par ceux d'au-dessous, et ainsi de suite. Il y a des phénomènes de hiérarchie. Donc beaucoup de pratiques, de comportements sociaux, de soins parentaux par exemple, se retrouvent dans des espèces extrêmement différentes. Ce sont des pratiques sociales. Elles ne sont pas autant culturelles dans ces sociétés-là. Elles varient beaucoup moins culturellement que nous, qui combinons à la fois le fait d'être sociaux, très culturels, hyper culturels comme je disais, et du coup d'avoir une histoire. Alors là, il y a moins de différence entre culture et histoire, parce que l'histoire est une conséquence de l'accumulation culturelle. Pourquoi il y a histoire ? Parce que nous accumulons de la culture et que, en permanence, nous construisons de nouvelles formes liées à ce que nous avons déjà produit dans le passé. Donc il y a des formes de transformation de l'existant en permanence dans les sociétés humaines, avec des phénomènes aussi, des catastrophes qui peuvent exister, avec des empires qui déclinent complètement, qui chutent, etc. Mais quand même beaucoup de continuité liée au fait qu'on ne part pas de zéro en matière d'outils, d'ustensiles, de machines, etc. Et que du coup, c'est ça aussi qui fait l'histoire. Notre histoire, elle est liée au fait que nous ne cessons de changer les formes particulières à travers lesquelles nous vivons nos rapports sociaux. Mais les rapports sociaux, c'est une chose, les formes culturelles qu'ils prennent, c'en est une autre, et l'histoire, c'est l'effet de cette accumulation de culture dans le temps. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on lit dans votre livre énormément de choses qui remettent en question tout ce qu'on apprend en terminale sur le propre de l'homme, à savoir le propre de l'homme est d'être l'être technique qui a volé le feu à Prométhée. Dans votre ouvrage, on trouve des exemples d'artefacts animaux. On voit aussi que la sociabilité, en tout cas, n'est pas le propre de l'homme et que c'est, comme vous montrez, c'est justement la cumulativité culturelle qui distingue l'homme des autres animaux non humains. Je voudrais revenir sur ces formes de sociabilité ou de société animale, puisque vous allez effectivement, vous parlez des primates qui sont assez proches de nous, mais vous allez aussi chercher du côté d'organismes
unicellulaire, vous parlez même du blob à un moment. Comment est-ce qu'on peut parler de vie sociale quand il est question d'espèces qui, pour ainsi dire, ont une conscience assez limitée? Qu'est-ce qu'il y a de social là-dedans? Et puis après, je voudrais peut-être aussi vous demander comment est-ce que les disciplines sont amenées à se redéfinir à partir de ces différences. Bon, alors le blob n'a pas une vie sociale à ma connaissance. Par contre, il a des capacités d'apprentissage. Et c'est dans la partie sur toutes les capacités d'apprentissage que, m'appuyant sur les travaux d'Audrey Dussutour et de collègues aussi à elle qui sont au Japon, qui ont beaucoup travaillé sur cette unicellulaire, sans cerveau, sans système nerveux, etc., et qui est capable d'apprendre des choses, d'anticiper pratiquement un certain nombre d'événements quand ils sont réguliers. Il y a une sorte de chronomètre interne qui fait que si on les stresse régulièrement toutes les heures, ils réagissent par anticipation 1 heure après. Donc il y a des capacités assez incroyables, ils s'habituent à certaines substances. Bon, l'habituation, ça implique, par exemple, de rester indifférent à un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont un peu peur, donc ils touchent ces substances de manière très lente, etc. Et puis quand ils voient que c'est pas dangereux, au bout d'un moment, ils peuvent passer sur ces substances parce qu'ils savent que c'est pas dangereux. Mais ça veut dire qu'il y a des phénomènes d'apprentissage, de reconnaissance de la substance. Ça peut être de la quinine, de la caféine, des choses très différentes qu'ils n'aiment pas a priori, puis qu'ils ne connaissent pas au départ. Et ils apprennent à ne pas s'en préoccuper, un peu comme nous apprenons. Au départ, on peut être très perturbé par des bruits quand on vit à côté d'un aéroport, et les gens qui vivent en permanence à côté d'aéroports, voilà, c'est une habituation. Donc, chez des unicellulaires, on trouve des phénomènes d'apprentissage par habituation. Et puis, on trouve des phénomènes d'apprentissage de plus en plus complexes, avec des apprentissages sociaux, des formes d'enseignement aussi, des parents sur les enfants. Donc, voilà, ces choses-là ne nous distinguent pas. Pendant très longtemps, on a dit les animaux, c'est l'instinct, c'est la biologie, c'est l'inné, et nous sommes du côté de l'acquis. Bon, tout le travail des éthologues a fait tomber toutes ces barrières, toutes ces frontières très nettes qu'on mettait. Durkheim disait l'animal c'est l'instinct et nous c'est essentiellement l'apprentissage. Le peu d'instinct que nous avons ne permet pas d'expliquer quoi que ce soit en matière de faits sociaux. Et en fait, on voit très bien que c'est du côté des animaux que les choses des animaux non humains que les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'on les a rapprochés de nous. Et tout ce qu'on pensait spécifique, l'outil, la possibilité d'apprentissage, la possibilité de transmettre des informations culturelles, etc., on le découvre chez d'autres espèces. Donc je ne sais pas si ça répond à une partie de votre question. Il y a beaucoup de choses sur la sociabilité, sur l'aspect social, on voit que c'est une solution évolutive, en fait, à un moment donné. Ça sert à quelque chose, en fait, de se mettre en groupe. Alors il y a des formes extrêmement simples de vie sociale qu'on appelle grégaires, enfin que les éthologues appellent des formes de vie grégaires. C'est vivre simplement en groupe, mais des groupes qui ne sont pas forcément hiérarchisés, pas forcément très structurés, avec une vie extrêmement complexe à l'intérieur, encore que on risque bien de découvrir des choses qu'on n'a pas encore observées jusque-là. Mais pour le moment, on voit que chez certaines espèces d'oiseaux, par exemple, ou parmi les bactéries, voilà, il y a des formes de coordination, il y a des formes de regroupement. À chaque fois, une des choses qui est évidente, c'est que ça permet de se protéger de dangers extérieurs, de prédateurs notamment. Quand les oiseaux vivent en groupe, s'il y en a un qui signale aux autres qu'il y a un problème, tout le monde en profite. Donc la vie sociale, c'est aussi avoir une surveillance par tout le monde, quoi. Tout le monde, c'est multiplier les yeux qui regardent un peu partout et qui signalent aux autres quand il y a un problème.
Et je pense que les humains aussi se sont mis en groupe pour des raisons de même type. Et on voit que dans l'histoire évolutive des formes de vie sociale, ça joue toujours au moins ce rôle-là. Et évidemment, quand vous avez affaire à des espèces comme l'espèce humaine, qui est fondée sur une partition sexuée, sur le fait qu'on est obligé de copuler pour se reproduire, donc, et on trouve ça évidemment chez les oiseaux, chez les mammifères, etc., on a besoin de parade nuptiale, on a besoin d'interaction sociale encore plus fournie, parce qu'il faut bien approcher l'autre sexe pour se reproduire. Et puis quand on rajoute à tout ça le fait qu'il y a des soins parentaux qui peuvent être très longs dans des espèces de mammifères ou d'oiseaux qu'on dit altriciels, c'est-à-dire avec des petits qui restent très longtemps dépendants des parents, on voit que ça rapproche encore plus, ça fait des interactions encore plus intenses, fréquentes, etc. Et voilà, donc toutes ces petites choses rajoutées, les rapports entre les sexes, les rapports parents-enfants, la nécessité d'éviter l'inceste, de ne pas avoir de rapport sexuel avec, et chez les chimpanzés ou les primates en général, et nous c'est exactement la même chose. Contrairement à ce que pensait Lévi-Strauss, un chimpanzé ou un gorille ne couche pas avec n'importe qui autour de lui. Non, du tout, c'est très réglé, et il y a évitement de l'inceste, et sans doute que les sociétés humaines sont celles où il y a le plus d'exceptions de cas d'inceste, pour des raisons qu'il faudrait développer. Mais en tout cas, chez les animaux, il y a des mécanismes qui font que tout ça est structuré. Donc ça fait au bout d'un certain temps, quand on croise toutes ces données, les rapports femelle-mâle, les rapports parents-enfants, la nécessité d'éviter l'inceste, etc., les phénomènes hiérarchiques qui sont aussi présents dans de très nombreuses sociétés, au bout d'un moment, ça fait des sociétés extrêmement complexes. Ça fait nos sociétés. On est habitué à voir en permanence de la hiérarchie un peu partout, de voir des inégalités un peu partout, de voir de la domination un peu partout. Mais on ne s'interroge pas pourquoi il y a tout ça. Voilà. Et c'est un peu à ces grandes questions-là, pour revenir à ce qu'on me disait au début, que moi je m'intéresse et que je pense que tous les chercheurs devraient s'intéresser. Alors justement, on va s'intéresser à cette question des invariants que vous dégagez, et l'un des faits que vous observez dans toutes les sociétés humaines, c'est l'universalité du fait de la domination. Et vous avez parlé d'altricialité secondaire aussi. Peut-être qu'on peut définir ce terme et puis voir comment la question de la domination s'articule à ce fait biologique. Oui, parce que l'altricialité secondaire, c'est un fait biologique qui a été décrit par un zoologiste suisse qui s'appelle Adolf Portmann, qui comparait des espèces et qui se rendait compte que, bon voilà, en gros, on a, que ce soit chez les oiseaux ou chez les mammifères, deux types d'espèces. Des espèces qui sont plutôt précoces, avec des petits qui quittent très rapidement le nid, parce qu'ils sont compétents pour se débrouiller un peu tout seuls, même s'ils apprennent beaucoup quand même des parents, malgré tout. Et puis des espèces qu'on appelle altricielles ou nidifuges, nidicoles, pardon, pour les oiseaux, qui restent au nid. Nidicole, ça veut dire je reste au nid. Et altricielle pour les mammifères, c'est un terme un peu barbare, mais qui dit simplement que le petit est tellement vulnérable, pas totalement développé, qu'il a besoin de temps pour se développer à l'extérieur du ventre de la mère, et donc le développement continue sous protection des adultes. Voilà, avec des soins adultes, avec les adultes qui sont là pour nourrir, pour protéger du froid, pour protéger des prédateurs, etc. Et dans l'ensemble des espèces, les primates sont particulièrement altricielles. Et à l'intérieur des primates, puisque nous sommes des primates, les champions de l'altricialité, c'est les humains. Bon. Donc cette altricialité, c'est un fait biologique, alors lié à la bipédie, lié ça crée des bassins petits chez les femmes, et puis
en même temps, nous avons un cerveau qui s'est de plus en plus développé. Donc le petit humain a une grosse tête et qui ne passe pas. À un moment donné, si on avait 8 mois de plus, ce qui est le temps estimé pour arriver dans le même état qu'un petit chimpanzé, le bébé ne passerait plus. Bon, ça, déjà, ce serait très long pour la mère, mais en plus, le bébé ne pourrait plus passer. Donc, il y a une sorte de compromis qui a été trouvé, naturellement, pour avoir des sortes de prématurés, voilà, qui sont là, qui ont une fontanelle qui va se refermer petit à petit, qui vont avoir des dents tardivement, une maturité sexuelle très, très tardive, une taille définitive quand même très tardive, etc. Et cette altricialité a des effets sociaux immédiats. C'est-à-dire qu'il y a des corrélats sociaux à ce fait biologique ou des conséquences sociales de ce fait biologique, puisque ça suppose que la première expérience humaine universelle, quelle que soit la culture, c'est le fait d'être sous domination parentale. Nous n'avons pas le choix. Notre expérience, c'est d'être des petits êtres vulnérables pendant très longtemps sous domination parentale. Alors, domination, on pourrait dire, mais oui, mais les parents, ils sont là pour aider, pour nourrir, etc. Oui, mais ils sont puissants. Ils sont grands avec des petits. Ils sont puissants, ils sont autonomes. Les petits sont vulnérables, dépendants, faibles. Bon, tout ça fait qu'il y a ce rapport de domination qui est un rapport de domination et de dépendance. Le petit dépend, le petit humain particulièrement dépend très longuement des adultes en général, pas forcément de sa mère ou de sa mère et son père. C'est des adultes en général, et d'ailleurs, ce sont des petits qui demandent beaucoup d'attention, ce qui fait que dans la grande majorité des sociétés humaines, il y a toujours eu ce phénomène d'allo-parents, c'est-à-dire de parents extérieurs aux parents biologiques. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Nous, on ne se rend plus compte parce qu'on a des crèches, on a les grands-mères qui se dévouent, des baby-sitters, etc. Bon, c'est très demandeur un petit, et ça rend fou. On sait que les grosses difficultés arrivent quand on a des phénomènes de mères élevant seules leurs petits. C'est sans aide, sans grand-mère qui peut soulager à un moment donné, ou voisine, ou cousine, ou tante, ou je ne sais quoi. Et si elles n'ont pas de crèche, c'est vraiment la catastrophe. Donc, il y a ce phénomène-là qui est très structurant et qui va avoir des conséquences majeures dans tous les domaines. C'est-à-dire ce rapport de dépendance-domination va diffuser dans tous les secteurs. C'est-à-dire c'est une matrice de domination qui arrive très tôt, donc précocement, dès la naissance, qui dure très longtemps, et qui dure particulièrement longtemps. Alors oui, j'ai oublié un aspect, c'est qu'en dehors de l'aspect purement biologique, il y a un aspect culturel. C'est que comme en plus nous sommes une espèce culturelle, les parents dominent les petits par le fait qu'ils savent des choses que les petits ne savent pas. On naît sans savoir, sans savoir-faire, sans maîtrise d'artefacts, etc. On sait très bien le temps qu'il faut pour apprendre à un enfant à tenir une cuillère, manger avec une fourchette, un couteau, utiliser tous les objets que nous avons, tirer, pousser, voilà, toutes les actions physiques qu'il faut faire avec tous les objets qu'on a inventés. Il faut apprendre tout ça. Et en plus de ça, beaucoup de savoirs se sont accumulés, des savoirs très savants, médicaux, scientifiques, techniques, de tous les ordres. Et en fait, on a tout cet aspect-là qui vient renforcer l'altricialité dite secondaire, ce qui m'amène à parler d'altricialité tertiaire, voire permanente, parce que l'humain a comme caractéristique de rester dépendant presque toute sa vie, en fait, de gens qui savent des choses qu'ils ne savent pas. Je ne peux pas tout savoir. Dans une société à forte division du travail, je ne peux pas savoir. Il y a des gens qui portent le savoir juridique, qui portent du savoir médical, etc., etc. Et tout ça crée en permanence des écarts qui s'ajoutent aux écarts biologiquement fondés, on va dire.
Donc ça a des effets qui vont diffuser dans les domaines politiques, évidemment, sur les phénomènes de chefs, de chefferie, d'État, etc., les formes que ça va prendre, les formes de domination politique, mais les formes de domination économique, les formes de domination culturelle, etc., toutes les formes de domination possibles, dans le domaine magico-religieux aussi, le fait qu'on ait créé des forces supranaturelles qui sont là pour nous protéger, à qui on peut demander un certain nombre d'aides quand on est face à des problèmes insolubles. Tout ça nous rappelle cette matrice fondamentale du rapport du petit aux parents, et c'est les parents qui semblent hyper puissants avec des petits qui peuvent tout obtenir d'eux, mais tout ce travail-là que font les parents, ils le font dans cette matrice-là qui va, encore une fois, avoir des effets majeurs dans toutes les sociétés humaines. Et donc c'est une des grandes caractéristiques, une des structures fondamentales des sociétés humaines, c'est ce rapport de dépendance-domination. Alors un autre invariant que vous soulignez et qu'on trouve même chez les chimpanzés, c'est l'opposition entre nous et eux, qui est une sorte d'invariant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors chez les chimpanzés, mais même bien au-delà, parce que, par exemple, chez les fourmis, quand les fourmis appartiennent à une colonie de fourmis, elles ont une signature chimique propre à la colonie. Toutes les fourmis sont capables de reconnaître cette signature chimique. Mais si il y a une fourmi de la même espèce, mais d'un autre groupe, qui vient s'égarer dans la fourmilière, elle est immédiatement tuée par les autres, par ceux du groupe. Donc, il y a, chez les fourmis, cette opposition entre les fourmis du groupe et les fourmis d'autres groupes, entre l'intérieur et l'extérieur, entre nous et eux. Alors, on le trouve chez de très nombreux animaux non humains, mais on le trouve chez effectivement nos cousins chimpanzés, avec des phénomènes qu'on peut appeler des phénomènes de guerre, notamment quand des éléments extérieurs au groupe rentrent sur le territoire. Il y a des phénomènes de surveillance aux frontières, il y a des groupes de mâles qui vont régulièrement aux frontières pour voir s'il n'y a pas des mâles d'autres groupes qui viennent explorer ce territoire. Et là, si certains membres extérieurs rentrent sur ce territoire, il peut y avoir des morts parce qu'ils sont considérés comme extérieurs et donc comme des ennemis. Bernard Chappet, qui est un grand primatologue canadien, dit il n'y a pas plus xénophobe qu'un chimpanzé, parce que immédiatement ce qui est extérieur à lui est nécessairement un ennemi. Quelqu'un qu'il doit chasser, voire qu'il doit tuer s'il rentre sur son territoire. Alors, je ne suis pas sûr que en fait, les chimpanzés soient les plus xénophobes, parce que nous avons continué la même opposition à des échelles extrêmement différentes. Une des particularités de l'espèce humaine, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de renouveler les formes culturelles, de multiplier les formes culturelles différentes de cette opposition eux-nous. Par exemple, il peut y avoir des concurrences, voire des conflits entre deux quartiers, entre deux barres d'immeubles dans certains quartiers. Il y a ceux alors on donne le nom de l'autre barre d'immeuble, et puis ceux de chez nous, et puis les gens se battent. Bon. Entre deux villes, entre deux régions, entre évidemment deux nations. Ça peut être entre deux clubs de foot, de deux villes différentes, parfois. Et ça peut même être deux clubs de foot de la même ville. Quand certaines villes ont deux clubs de foot, ils peuvent se séparer en disant « nous ne sommes pas les mêmes ». Les gens peuvent aller jusqu'à se battre physiquement, et parfois il y a des morts dans ces combats-là.
c'est des logiques qui ont été multipliées en fait dans les sociétés humaines. Les conflits interethniques sont particulièrement forts et reviennent régulièrement dans l'histoire des sociétés humaines, ponctuent cette histoire. Et pendant longtemps, on s'est dit, bon voilà, c'est spécifique aux sociétés humaines. On ne savait pas encore qu'il y avait des cas similaires dans des sociétés non humaines. Et donc, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des logiques sociales, il y a des lois sociales générales qui sont transespèces et qui prennent des formes particulières chez nous parce que nous avons des formes culturelles qui s'ajoutent à ces grandes lois sociales de structuration entre eux et nous, entre nous. On peut partager un certain nombre de choses entre des gens très très proches qu'on considère comme faisant partie du même groupe, donc il va y avoir une sorte de préférence donnée aux plus proches. Mais dès qu'on considère que c'est extérieur, alors c'est au minimum le rejet, et parfois la guerre, la destruction de l'autre. Certains primatologues parlent de déchimpanzéisation d'autres chimpanzés venant d'autres groupes. On a parlé pour l'humanité de déshumanisation de l'autre. C'est des phénomènes en fait extrêmement analogues. Et alors on le voit, on a mentionné la domination, on a mentionné la xénophobie, on se dit que voilà, c'est un tableau pas forcément réjouissant. Est-ce que, en expliquant justement ces phénomènes universels, on trouve des meilleurs moyens peut-être de les combattre, et comment éviter, question plus théorique, mais d'être dans une biologisation du social quand on met en évidence cette continuité entre faits biologiques et faits sociaux? Alors, c'est pas tant une continuité entre les faits biologiques et les faits sociaux, c'est que moi, ce que je dis, et qu'au fond les éthologues disent, c'est que le social, il existe autant chez les animaux que chez nous, donc c'est pas une question biologique. Alors, il se trouve que les éthologues sont formés en biologie et pas en sciences sociales, ce qui est un mystère au fond, hein, puisqu'ils travaillent pas sur la cellule, ils ne travaillent pas sur des gènes, ils ne travaillent pas sur de la microbiologie, ils travaillent au niveau de la structuration sociale et des comportements sociaux des espèces qu'ils étudient. Donc, ce sont des sociologues des espèces non humaines. De ce point de vue-là, il n'y a pas de biologisation. Au contraire, je sociologise des choses qu'on a tendance à appeler biologiques. Quand on pense aux animaux non humains, on a l'impression que c'est forcément la nature. Eux, c'est la nature et nous, c'est la culture. Mais non, eux, c'est le social. Et en partie, c'est aussi des phénomènes culturels qu'on a longtemps négligés. Donc en fait, ce n'est pas une biologisation du social, c'est une sociologisation de choses qu'on a longtemps considérées comme purement biologiques. Non, il y a des lois sociales qui structurent aussi la vie des groupes d'espèces non humaines. Et ça, il faut s'habituer en fait à reconsidérer nos catégories. Voilà, nature-culture, ça ne fonctionne pas. En revanche, la chose qui pourrait faire peur, c'est l'idée de comment on rattache une propriété spécifique de l'espèce, comme par exemple son altricialité secondaire, avec des faits sociaux. Est-ce que là, ce n'est pas une explication par le biologique? Alors moi, je veille, à chaque fois que je parle de ça, à parler le langage de la conséquence sociale, ou du corrélat social. C'est-à-dire, il y a un fait biologique, qui est attesté par les biologistes qui étudient les différentes espèces. Nous n'avons pas les mêmes types de modes de développement, les mêmes cycles de vie, etc. Bon, voilà, nous avons des propriétés particulières, nous avons des longévités différentes. Il y a des espèces de mammifères qui vivent 3 ans, nous avons la chance de vivre plusieurs dizaines d'années, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets sociaux de ces propriétés biologiques. Alors, souvent, les sociologues ou les chercheurs en sciences sociales plus généralement pensent que comme nous avons tous les mêmes propriétés biologiques,
c'est quelque chose qu'on peut négliger, puisque voilà, on peut effacer ça, on neutralise cette variable biologique et on regarde les différences culturelles. Mais c'est une erreur, parce que ces différences, ces spécificités biologiques, ces propriétés biologiques ont des conséquences tout à fait sociales et parfois même culturelles. Je prends un exemple très rapide sur la question, par exemple, de la longévité. Beaucoup d'abeilles communes vivent 4 à 5 semaines. Elles ont des phénomènes d'apprentissage, mais elles apprennent quand même très peu de temps au cours de leur vie. Elles ont 4 à 5 semaines de vie, donc vous voyez, le temps d'apprentissage est très faible. Nous vivons des décennies, même au pire de notre histoire humaine, on vivait au moins 30 ans, voilà. Et on a des cas de gens qui ont vécu 40 ans, 50 ans, avec beaucoup de chance, avec moins de prédateurs, avec plus de moyens aussi de médication, etc., qui s'inventaient progressivement. Bref, on est une espèce, avec une certaine longévité. Ça a un effet, c'est que nous vivons avec 3 générations, au minimum. Et bien ça a permis aussi le décollage culturel de l'espèce humaine. C'est-à-dire quand vous avez 3 générations qui vivent, qui cohabitent ensemble, il y a des possibilités de transmission beaucoup plus riches, beaucoup plus grandes, et ça a des effets tout à fait culturels qui intéressent les anthropologues, les sociologues, les historiens. Donc c'est ces conséquences sociales ou culturelles qui m'intéressent et pas l'effet biologique en tant que tel. Voilà. Alors on a reçu des questions de la part du public et il y en a une qui recoupe une question que j'allais vous poser, donc je vais faire un mélange. Vous mettez en évidence l'objet commun de l'éthologue et du sociologue. Est-ce que ça conduit à redéfinir les disciplines et comment faire de la sociologie après cet ouvrage ? Je pense alors très prosaïquement que tout étudiant en sociologie devrait avoir un cours d'éthologie. Ça me paraît évident. Par exemple, Bernard Chappet, qui est primatologue, il travaillait dans un département d'anthropologie. Alors, c'était pas facile pour lui, parce qu'en tant que primatologue, il devait dialoguer avec des gens qui avaient tendance à lui dire que c'était quand même pas très utile pour eux. Bon, ils avaient de la curiosité, mais bon, ils pensaient que c'était pas utile d'avoir une comparaison entre les systèmes d'apparentement des primates et puis le système de parenté des premières sociétés de chasseurs-cueilleurs, etc. Mais en fait, les étudiants s'habituent à écouter un primatologue en même temps qu'ils écoutent des anthropologues sociaux ou des anthropologues culturels. Et ça, c'est extrêmement important. Donc déjà, en termes de formation, si il y avait des cours d'éthologie qui faisaient des cours sur les phénomènes hiérarchiques, sur les phénomènes de soins parentaux, sur les phénomènes de rapports mâle-femelle, sur des pratiques même de viol, par exemple, qui existent aussi dans des espèces non humaines, donc c'est très intriguant. Il y a des pratiques forcées du rapport sexuel dans plein d'espèces, avérées. Bon, mais ça devrait intéresser tout le monde. Chez les punaises de lit, apparemment. Ah, chez les punaises de lit, vous m'apprenez des choses. Mais en tout cas, ça me paraît aller de soi. Donc ce ne serait pas en fait une dispersion, parce que beaucoup de gens ont peur de la dispersion. Déjà, il y a beaucoup de choses à apprendre en sociologie. Alors si on commence à ouvrir nos portes à des éthologues, à des paléoanthropologues, à des préhistoriens, etc., où va-t-on ? En fait, on va exactement au bon endroit. C'est-à-dire, je pense que toutes ces disciplines, en fait, ont des choses à dire sur des formes de structuration sociale. Et donc, c'est très simple d'enseigner ces choses-là à des étudiants qui, d'un coup, auront pas du tout les mêmes imaginations scientifiques. Ils vont penser à des comparaisons. Ils se diront, c'est peut-être pas idiot quand j'étudie une pratique humaine dans telle société, d'aller voir dans telle autre société très différente. Mais aussi d'aller voir, est-ce qu'il y a des choses du côté des espèces de primates qui sont nos cousins, ou bien même d'espèces très éloignées, mais où
apparemment, il y a des choses qui sont proches, des analogies de comportement. Bon, je pense que ça enrichirait beaucoup l'imagination en fait, scientifique des étudiants en sciences sociales. Donc ça suppose une sorte de réorganisation de la formation, peut-être plus autour d'objets communs sur le modèle des studies ou Alors, pas vraiment, parce que les studies, elles découpent. Elles découpent beaucoup, et moi je pense que c'est un problème. Si vous faites les science studies, les post-colonial studies, les gender studies, etc., on découpe. Moi au contraire, je dis il ne faut pas trop découper. Il faut que tout le monde puisse avoir une vue sur l'ensemble de ces objets. En revanche, sur des espèces différentes ou sur des sociétés différentes, là, oui, il faut habituer les étudiants et les chercheurs à avoir en tête cette ouverture-là sur d'autres sociétés que celles qu'ils étudient en tant qu'historien, en tant que sociologue ou anthropologue, ou politiste, etc. Et puis de savoir qu'il y a des choses qui se ressemblent ou qui sont différentes, mais justement intéressantes dans le contraste, dans des sociétés non humaines. Ça, c'est pas de la dispersion, c'est au contraire donner des leviers de comparaison, c'est donner des possibilités de mieux comprendre, de mieux voir. Il y a des choses qui sautent aux yeux quand on compare. Quand on reste à l'intérieur d'une société donnée, et même d'un tout petit secteur de cette société. Là, je n'ai pas aggravé le cas des sciences en général, mais il y a des gens qui vont rester sociologues. Moi, j'ai commencé sociologue de l'éducation, j'aurais pu rester sociologue de l'éducation toute ma vie, voire travailler sur des questions d'échec scolaire toute ma vie. Je n'ai pas voulu faire ça. J'ai au contraire voulu changer de terrain, d'objets, etc., et lire des gens d'autres disciplines, sociologie, anthropologie, et puis de plus en plus augmenter la tâche de lecture, on va dire. Mais c'est une aide, et c'est pas du tout un embarras ou une lourdeur. Au contraire, ça éclaire sur des choses qui sont obscures. Et cet ouvrage, on a pu le voir, constitue quand même une ouverture pour la sociologie, enfin une forme de changement, de conversion du regard. Je me demandais si vous aviez été lu aussi par des chercheurs dans les sciences de la nature et si pour eux aussi ce livre constituait une conversion du regard aussi. Si vous voulez, vous avez des éthologues qui font le travail inverse, c'est-à-dire qui partent de leurs travaux d'éthologue sur des sociétés, par exemple, de primates, et qui essayent de comparer avec des sociétés humaines. Par exemple, Bernard Chappet a commencé à faire ça sur des questions de parenté, pour comprendre comment avaient évolué les formes de parenté, en essayant de trouver, d'une certaine façon, les chaînons manquants entre nos cousins chimpanzés, on s'est séparés des chimpanzés il y a 7 millions d'années, et nous. Essayer de voir comment on peut recomposer un certain nombre de transformations qui ont donné lieu à des systèmes de parenté spécifiques aux sociétés humaines. Donc il fait tout ce travail-là de son côté. Il a commencé à le faire aussi sur des questions hiérarchiques, sur des fonctionnements de hiérarchie au sein des sociétés de primates. Et moi, je le fais dans l'autre sens. Donc, à un moment donné, on peut se retrouver. Une partie aussi de la biologie évolutive essaye de faire rentrer des facteurs culturels aussi, de plus en plus dans le modèle général de la théorie de l'évolution, parce qu'on s'est rendu compte que la production de culture avait des effets en retour. Des pressions sélectives qui pèsent sur nous aujourd'hui en termes de sélection naturelle sont de nature culturelle. On le voit très clairement, enfin aujourd'hui tout le monde le sait, par l'idée d'anthropocène, par le dérèglement climatique que nous avons provoqué, par une industrialisation massive, par le fait que nous avons beaucoup de polluants dans l'atmosphère, etc., etc. Ça a des effets en retour sur nous. Donc
les biologistes évolutionnistes aujourd'hui se posent la question de comment intégrer les effets proprement culturels sur l'évolution des espèces, sur les mutations génétiques qu'on peut observer, sur des transformations en fait d'ordre biologique. C'est pas d'un côté d'ailleurs une biologie qui serait fixe et une culture qui serait en permanence en transformation. La biologie n'est pas une chose fixe, n'est pas une réalité fixe. Elle est transformée par le fait même que nous ayons des pratiques culturelles qui, en retour, ont des effets sur nos propriétés biologiques. Alors j'ai une question d'un auditeur. Est-ce que vous avez collaboré avec des chercheurs en biologie afin d'effectuer cette synthèse, ou est-ce que vous avez vraiment travaillé seul à partir des livres? J'ai travaillé essentiellement seul, en étant en contact quand même avec des collègues pour vérifier que je ne me trompais pas, que ce que je disais était juste, factuellement. C'est ça la crainte la plus grande hein, quand on travaille. Quand on lit des choses qui ne relèvent pas de son domaine de spécialité, déjà qu'on commet des erreurs dans son propre domaine parfois, le risque c'est d'en commettre beaucoup plus si on n'y prend pas garde. Donc oui, j'ai fait attention à ça. Récemment, j'ai eu un dialogue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. J'ai demandé à ce qu'il y ait une éthologue qui travaille sur les abeilles et un biologiste évolutionniste qui est de renom, qui s'appelle Étienne Danchin, qui travaille justement à une nouvelle synthèse étendue du modèle darwinien. Et les deux m'ont dit que, à part des petites choses qu'ils n'auraient pas écrites exactement comme ça, comme biologistes, bon, qu'ils étaient tout à fait... enfin, qu'ils me donnaient le label biologiquement correct, quoi. Voilà, donc ça m'a fait plaisir, parce qu'évidemment, j'ai fait très très attention à ça. Et ils étaient très enthousiastes par rapport à ce type de travail, parce que, en fait, eux aussi font ce travail de leur côté. C'est-à-dire qu'ils essayent d'avancer vers des formes de savoir qui gagnent à se comparer à des formes, à ce que nous savons des sociétés humaines. Par exemple, Aurore Vargas-Weber, qui est éthologue travaillant sur les abeilles, se rend compte que les abeilles sont capables de reconnaître des visages, de différencier les chiffres pairs des chiffres impairs, etc., et de compter voilà, jusqu'à 5. Et elle se rend compte que c'est des propriétés qui existent aussi chez le petit enfant. Donc il y a beaucoup de choses voilà, où elle sent qu'elle a besoin d'aller voir du côté de la psychologie piagétienne ou néo-piagétienne, parce que c'est une éthologue, elle pratique l'éthologie cognitive, donc elle s'intéresse plus à des questions de connaissance, de structure cognitive, d'apprentissage, etc. Mais on peut penser exactement à la même chose en termes de structure sociale. Donc on a une société d'insectes eusociaux chez les abeilles qui sont extrêmement passionnantes pour les sociologues, par exemple, pour comprendre ce type de fonctionnement de groupe qui est très particulier. Il y a quelques mammifères qui ont été du même type, mais très très peu, les ratopnus notamment. Mais voilà, bon, c'est à chaque fois des sortes de mystères sociaux, et comme il y en a tellement peu dans la tête des anthropologues, des sociologues, etc., on est juste dans des sociétés humaines, on n'a pas des grosses énigmes comme d'autres types radicalement différentes de structuration sociale, que du coup ça nous permet de mieux comprendre encore nos propres structurations sociales. C'est toujours le même principe. Donc eux font ce travail aussi de rapprochement, et je pense que ça pourra avoir des effets, en tout cas j'espère être lu aussi de ce côté-là. C'est pas juste un ouvrage pour chercheurs en sciences sociales, même si évidemment je suis un sociologue au départ, et que je m'adresse peut-être d'abord à mes collègues, mais au fond, évidemment, l'idée c'est d'arriver à se parler entre
biologiste, paléoanthropologue, préhistorien, historien, sociologue. Voilà, c'est ça l'idée. J'ai une question aussi sur la psychologie évolutionniste et sur la raison pour laquelle elle occupe peut-être moins de place que d'autres disciplines dans votre ouvrage. Alors la psychologie évolutionniste, moi je l'ai très peu mobilisée. Quand j'en ai parlé, c'est parfois de manière un peu critique. Le problème alors c'est que moi je me fonde sur la conviction d'un certain nombre de collègues du côté de la paléoanthropologie notamment. La psychologie évolutionniste n'a pas bonne presse chez eux. Et moi, je me dis, je ne peux pas m'appuyer sur un savoir très contesté, qui fonctionne beaucoup avec des scénarios très abstraits, pas vérifiables la plupart du temps. Et donc, je reste extrêmement prudent. Je ne doute pas qu'il y ait des éléments de la psychologie évolutionniste qui pourraient être utiles, mais c'est encore très contesté. Et quand je vois la réaction de collègues biologistes ou paléo-anthropologues à la psychologie évolutionniste, ils m'ont découragé de lire et de citer la psychologie évolutionniste. Alors, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont être très en désaccord. Moi, il faut comprendre qu'en tant que sociologue, j'essaye de m'appuyer sur les choses les moins contestées possibles, parce que c'est déjà difficile de faire entrer en dialogue des sciences sociales avec des sciences du vivant. Si en plus on va vers des disciplines qui sont encore très discutées et vraiment très mal perçues par une partie de la communauté savante du côté des sciences du vivant, moi je ne prends pas ce risque en tout cas. Alors une question peut-être dans le prolongement de celle-ci et qui va nous renvoyer à votre précédent livre. Comment concevoir une articulation entre sociologie et psychanalyse? Ah, alors là, ce n'était pas l'objet de cet ouvrage-là. C'est plutôt l'objet des ouvrages, des deux ouvrages précédents publiés à la Découverte, l'interprétation sociologique des rêves et puis la part rêvée. Bon, là aussi, je pense que la psychanalyse et la sociologie ont vraiment beaucoup de choses à se dire, parce que au fond, Freud parle des rapports parents-enfants, il parle de la structure familiale, des relations intrafamiliales et des effets que ça a dans le monde social. Et dans le destin des individus, il met l'accent sur l'inconscient, sur le fait que nous ne sommes pas conscients de tout. Or, une partie importante de la sociologie rappelle que nous ne sommes pas conscients de tout. Aujourd'hui, même les neurosciences disent ça. Quelqu'un comme Lionel Nakache, qui a un psychiatre, si je ne dis pas de bêtises, travaille sur l'idée d'inconscient cognitif. La conscience est un petit filet, comme disent beaucoup de neuroscientifiques, et beaucoup de choses se font de manière non consciente dans notre cerveau, sans qu'on s'en rende compte. Donc les phénomènes qu'a commencé à pointer Freud sont aujourd'hui étudiés par les neurosciences. Il n'y a aucune raison de contester ça. D'ailleurs, Lionel Nakache a écrit un livre de dialogue avec la psychanalyse, donc c'est pas toutes les neurosciences qui considèrent que la psychanalyse n'a aucun intérêt. Et moi, je pense que on s'enlèverait quelque chose de très important si on enlevait cet aspect inconscient dans le fonctionnement des acteurs sociaux. Nous ne sommes pas conscients de tout, une bonne partie vient de déterminations que nous n'avons même pas conscience d'avoir incorporées, d'avoir intériorisées. Même parfois on nous dit mais tu es comme ci, tu te comportes comme ça, et on dit mais pas du tout. Et en fait, voilà, enfin c'est de l'extérieur que les gens voient comment on agit et nous on ne voit pas nous-mêmes ce que nous faisons. Donc il me paraît extrêmement important d'allier les forces plutôt que de dire la psychanalyse est dans un couloir, la sociologie dans un autre couloir, et chacun regarde droit devant lui, quoi. Ça me paraît pas être la bonne méthode. Alors peut-être pour revenir à cet ouvrage-ci,
une question qui concerne le fait qu'on a insisté sur la domination, sur la xénophobie, mais qu'on aurait peut-être aussi pu insister sur les phénomènes d'entraide, de compassion. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de... Oui, c'est important effectivement de dire ça, puisque dans cette matrice parentale que j'évoquais tout à l'heure, il y a une partie, on va dire, positive et une partie négative, si on veut dire les choses comme ça. C'est-à-dire que les parents, ils protègent, ils nourrissent, ils cajolent, il y a de l'amour. Et cette relation d'amour, on la voit, d'affection. On la voit aussi chez des primates, chez beaucoup de mammifères. Les comportements des parents vis-à-vis des enfants, c'est pas du tout une indifférence chez les animaux, loin de là. Il y a beaucoup d'affect qui circulent entre les parents et les enfants. Et du coup, Darwin disait que notre instinct social en tant qu'humain avait été notamment lié à cette nécessité du soin parental et particulièrement de la mère. Ce qui fait qu'il disait le groupe ou la catégorie qui est porteuse des plus grandes vertus de notre civilisation, c'est les femmes, parce qu'elles ont l'habitude d'être dans ce qu'on appelle aujourd'hui le care. Darwin disait dans le soin, dans la protection, dans l'aide, parfois dans ce qu'on peut appeler un don de soi, parce que vraiment s'occuper d'un enfant, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment donner beaucoup de soi-même. Eh bien ça a rendu les humains plus humains, on pourrait dire, dans un sens plus ordinaire, plus ouverts aux autres, plus ouverts à l'idée d'entraide. Et qu'on voit qu'au fond, cette entraide, elle s'est élargie, elle n'est pas restée uniquement dans la sphère des rapports parents-enfants, mais qu'on la voit quand même à l'extérieur, même si on a des formes culturelles. On ne peut pas dire qu'une société capitaliste soit basée sur de l'entraide permanente et de la bienveillance permanente, mais quand même, on a de l'entraide permanente objectivement par une division du travail, le fait qu'on puisse obtenir des choses que nous ne savons pas faire par d'autres, etc. Cette organisation sociale fondée sur l'échange, sur l'entraide mutuelle, la coopération pour construire des choses ensemble, tout ça, c'est évidemment une caractéristique aussi spécifiquement humaine de ce point de vue-là, c'est très clair. Donc on a les deux faces. D'un côté l'entraide, la coopération, et de l'autre côté la domination. Voilà. Alors apparemment la question de l'inceste chez les primates et chez les humains, de l'interdiction de l'inceste a suscité de l'intérêt, plusieurs questions, et il y a simplement des demandes de développer sur la spécificité de l'interdit de l'inceste chez l'homme par rapport à d'autres espèces, et peut-être de la transgression de cet interdit. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la grande différence, c'est pour ça que j'ai parlé d'évitement de l'inceste, pour parler de manière plus générale et englober les espèces animales non humaines et l'espèce humaine, c'est que, évidemment, les espèces animales non humaines n'ont pas de tabou de l'inceste. C'est-à-dire que nous, notre particularité, c'est que nous l'avons formulé. Nous avons mis des mots sur cette interdiction. Donc d'un côté, il y a des mécanismes objectifs, sociaux, qui évitent l'inceste, clairement. Et nous avons formulé des interdictions d'inceste. Alors, ça fait effectivement une particularité. Si on réduit tout à une question de mise en langage, évidemment, alors là, l'espèce humaine c'est une espèce exceptionnelle, radicalement détachée de toutes les autres espèces. Mais je pense que ce serait une erreur d'insister sur l'aspect uniquement langagier, conscient, etc. Ceci dit,
Moi, je n'ai jamais eu un cours, personnellement, sur le fait que je ne devais pas coucher avec ma sœur, ma mère, etc. Je pense que la plupart des gens n'ont pas besoin de savoir que c'est interdit dans la loi pour ne pas avoir du désir pour des proches. C'est des mécanismes sociaux qui sont implicites la plupart du temps. Alors, il y a des cas, évidemment, on le sait, d'inceste dans l'espèce humaine, et certains disent que c'est peut-être même dans l'espèce humaine où il y a le plus d'exceptions à cette loi générale de l'évitement de l'inceste. Il faut regarder les cas de près. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on dégage des lois, on voit les exceptions à la loi, et donc en étudiant les exceptions, on va tomber sur d'autres lois qui font que ça se combine avec cette loi pour produire ces exceptions. Alors par exemple, dans les cas d'inceste connus dans les sociétés humaines, souvent c'est dans le cas d'élites. Par exemple, en Égypte, c'était l'élite qui se mariait entre eux. Voilà, les membres de l'élite pouvaient s'épouser entre eux et avoir des rapports sexuels entre eux. C'est une particularité. Alors je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi. Moi, je n'ai pas lu, peut-être que ça existe, peut-être qu'il y a des thèses déjà qui circulent là-dessus. Mais en tout cas, il faut s'interroger sur pourquoi les élites ont favorisé un entre-soi qui a créé des conditions de levée de cette interdiction de l'inceste, qui est effectivement, comme disait Lévi-Strauss, très, très universelle dans les sociétés humaines, et en même temps, évidemment, on sait et on découvre de plus en plus de cas d'inceste. Je pense que dans nos sociétés à familles recomposées, avec des pères qui ne sont pas les pères biologiques, qui n'ont pas vu leurs enfants, ceux qui sont devenus leurs enfants, qui ne les ont pas vus naître, qui n'ont pas eu de rapport avec eux dans leur enfance, etc., parce qu'ils les ont connus plus tard, ces cas d'inceste sont plus compréhensibles d'une certaine façon sociologiquement, parce qu'il n'y a pas eu ces freins liés au fait qu'il y a eu la fréquentation très précoce. La caractéristique des enfants et des parents, on va dire, biologiques qui ont fait cette enfance, c'est qu'ils se connaissent dès le début. Et c'est sans doute une des conditions pour éviter l'inceste. Donc, dès lors que vous avez des familles qui sont recomposées avec des pères qui ne sont pas forcément les pères biologiques, etc., ça peut brouiller beaucoup les cartes. Même si, encore une fois, beaucoup de pères non biologiques ne pratiquent pas l'inceste, évidemment. Mais c'est sans doute pas les mêmes mécanismes qui fonctionnent dans tous ces cas-là. Donc il faut être extrêmement prudent, il faut étudier les exceptions, et c'est en étudiant les exceptions qu'on peut découvrir des choses, avancer dans la compréhension des phénomènes sociaux. Alors peut-être une dernière question avant de finir. Question plus large sur la réception de l'ouvrage. Je vous avais posé la question sur la réception du côté des sciences de la nature, mais la réception du côté des sciences sociales, comment est-ce que cet appel à une ouverture et à une synthèse a été reçu? C'est presque trop tôt pour le dire. Moi, j'ai franchement des bons retours de collègues et de collègues que je n'attendais pas forcément. Voilà, j'aurais pas imaginé qu'ils puissent accueillir ça aussi favorablement. J'ai des retours, de très bons retours du côté de l'anthropologie, par exemple, mais aussi du côté de préhistoriens, du côté de sociologues, qui sont des sociologues tout à fait classiques, voilà, comme je l'ai été pendant très très longtemps, mais bon, qui m'ont dit, on pourra peut-être plus faire de la sociologie comme avant. Alors moi, évidemment, ça me ravit, et j'espère que cet avis-là va se propager, mais moi j'ai l'impression qu'effectivement, une grande partie de la sociologie contemporaine repose sur beaucoup d'ignorance de tous les faits sociaux qui ne sont pas humains, et que du coup on se trompe sur beaucoup de choses, où on imagine des choses qui n'existent pas, un peu comme cette histoire d'inceste qui serait le propre de l'homme. Non. Donc à chaque fois, ça nous bouleverse, parce qu'on se dit, ah bon, si ces phénomènes existent aussi dans d'autres sociétés, alors
Ça ne veut pas dire que donc c'est biologique, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire donc c'est social, mais c'est beaucoup plus général que ce qu'on imagine, et c'est pas que culturel au sens où on l'entend souvent. C'est social profondément, et ça peut s'observer dans certains cas aussi dans des sociétés non humaines. Donc ça, évidemment que ça change le regard, même sur nos objets les plus ordinaires, que la sociologie continuera à étudier de toute façon. Ça, c'est normal. Ou les historiens, ou les anthropologues, etc. Ça ne va pas bouleverser toutes les disciplines, etc. Mais je pense que ça peut ouvrir des voies pour interroger des choses autrement que de la manière dont on les interroge aujourd'hui. Et peut-être des voies pour des nouvelles collaborations entre oui. disciplines, comme votre collection à la découverte, justement, dans laquelle vous publiez un biologiste. C'est ma grande joie, c'est qu'effectivement, de plus en plus, je reçois des messages me disant que c'est l'ensemble de la collection qui les intéresse. Cette collection qu'on a créée en 2020, si mon souvenir est bon, parce que je finis par oublier des dates, avec des préhistoriens, un biologiste, un anthropologue, voilà, des mythologues comparés, Julien Duy qui vient de faire paraître son second ouvrage sur les mythes liés à la mort. Il y a une sorte d'enthousiasme produit par la collection. Alors ça, c'était le but de cette collection, d'habituer des gens, sociologues, anthropologues, préhistoriens, biologistes, à s'interlire, comme on pourrait dire. Et ça fonctionne bien. Il y a des gens qui me disent moi, maintenant, je ne loupe pas un volume de la collection. Donc, ça, c'est formidable parce qu'on se dit, ils nous font confiance, ils font confiance à une collection qui va poser des questions généralement très ambitieuses, très fondamentales, mais à travers effectivement des prismes disciplinaires différents, mais qui parlent à tout le monde en fait. Voilà, ça le but. Merci beaucoup Bernard Lahire. Merci. On arrive à la fin de cette rencontre. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci pour les questions. Si vous voulez prolonger la rencontre, vous pouvez aussi regarder sur cairn.info une liste de lectures faite par Bernard Lahire qui permettra de lire des ouvrages cités pendant la rencontre et encore d'autres. Et cette rencontre sera visible sur cairn.info pendant 30 jours de manière gratuite et ensuite avec abonnement, elle restera sur le site. Merci beaucoup et bon après-midi.